Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Maxime Méry, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une émission sur Marseille et on va parler du monde associatif, qui est un monde qui mérite qu'on parle un peu de lui. Et je me suis dit que tu étais l'homme de la situation. Donc pour commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Maxime Méry, je suis un enfant de la région, originaire d'Aix-en-Provence, Marseille. J'ai fait toutes mes études ici avant de m'expatrier en région parisienne. J'ai travaillé dans un cabinet d'affaires publiques à Paris pendant 5 ans. C'était la honte de Marseille alors. Beaucoup d'Aixois marseillais montent à Paris et puis après ils se rendent bien compte que finalement notre région est attractive et qu'on s'y sent bien. Donc je suis redescendu avec ma compagne. Je suis resté dans le même secteur d'activité. J'ai monté une première boîte qui s'appelait Éminence Grise dans le secteur-là des affaires publiques avant de rejoindre en 2020 la Croix-Rouge française. Et donc j'ai occupé pendant 3 ans jusqu'à avril dernier le poste de responsable régional en charge de la coordination des activités bénévoles dans cette association que bon, je ne vais pas la présenter, mais c'est la plus grosse structure dans l'humanitaire en France. Et donc j'avais en charge la gestion des dispositifs bénévoles pour ces deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. C'est en gros 5500 bénévoles sur le territoire. Et en plus, la gestion de crise, donc extrêmement occupée dans un contexte de multiplication des crises, Covid, il y en a plus tous les jours, de Ukraine. toute façon, des crises. Donc, Il y en a tous les jours, de plus en plus fortes, et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc il y a besoin d'institutions comme ça en capacité d'apporter un soutien au pouvoir public et essayer de faire en sorte que on puisse endiguer un certain nombre de chocs. Voilà mon parcours. Et puis là, dernièrement, j'ai monté une structure, mais on en reparlera probablement, qui s'appelle Relier pour Agir, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Parce que je voulais à la fois développer une activité dans le champ de l'économie et surtout avec un certain nombre de valeurs qui sont les miennes. Et donc, cette activité accompagne les acteurs du territoire sur des projets à impact positif, pour faire simple. Ok, voilà. C'est bien, c'est une bonne chose. Et puis on a interviewé des gens de cette économie-là, donc ça permettra de faire des ponts. Alors on va un peu entrer dans le vif du sujet. Les associations, elles défendent une cause, elles viennent combler, stabiliser parfois un équilibre dans notre société. Une question que je me pose parfois, c'est est-ce que ce ne serait pas au service public d'être là et pourquoi c'est aux associations ? En même temps, certains dénoncent dans leurs pratiques ou dans leurs écrits les mots qui seraient mis en avant et pas toujours les actes. Bon, on ne va pas citer toutes les histoires du moment, mais il y a quand même des associations qui sont épinglées, puisqu'on sait qu'il peut y avoir parfois certains détournements malheureusement. Il y a les questions de cooptation, on a souvent des enquêtes qui durent pendant des années et qui finissent par un non-lieu. Bon, moi j'aimerais savoir ce que tu penses de l'état de l'associatif en France en 2024. 2024, le coup d'après. Globalement, sur ce que tu décris, tout d'abord, le fait que le secteur associatif ait fait l'objet d'un certain nombre de critiques, ça l'a amené à s'interroger et à être dans une posture un peu différente de rendre des comptes. Rendre des comptes à la fois aux donateurs, à ceux qui financent, et rendre des comptes aux financeurs publics aussi qui financent un certain nombre de programmes, tu l'as dit, parce que nous intervenons dans le domaine de l'intérêt général et qu'on pallie bien souvent un certain nombre de défaillances de l'État. Et donc rendre des comptes de manière extrêmement concrète, c'est par exemple être en capacité d'évaluer beaucoup mieux l'ensemble des projets qu'on mène sur le territoire. L'évaluation de l'impact social aujourd'hui, elle est indispensable sur chaque territoire. Et donc notre relation avec globalement les pouvoirs publics a évolué. Et l'idée, c'est d'avoir des relations plutôt des expertises complémentaires. L'association apporte une vraie connaissance du terrain. L'État aussi la capacité de démultiplier l'action de l'association et de travailler main dans la main dans un échange constructif sur nos difficultés des uns et des autres. Donc voilà, donc ça c'est sur la relation avec
les pouvoirs publics de manière générale. Sur la question de comment se porte le mouvement associatif, oui, parce qu'il y a toujours la question de l'engagement. On a du mal à recruter les gens contre des sous, mais les bénévoles, c'est pareil aussi, il me semble. Tu vas nous dire un peu la météo, alors tu ne diras pas tout, mais une partie de la météo, quoi. Alors la météo, en effet, il y a plusieurs phénomènes d'engagement qui viennent se percuter. D'abord, il y a le premier phénomène qui est une diminution du nombre de bénévoles, notamment après l'épisode Covid, très clairement. Et donc, on voit une érosion du nombre de bénévoles qui interviennent dans les structures. Ça pourrait être contre-intuitif parce que tout le monde s'est dit « Ah, on est tous reliés, soyons humains, faisons du tissu social, on a besoin d'aider notre voisin. » Mais si je comprends bien, statistiquement, après, ça a un peu réduit, quoi. Il y a à la fois une érosion du nombre de bénévoles, clairement, mais c'est un phénomène qui était préexistant au Covid, on va dire. Donc ça n'a pas ralenti cet effet. Ça n'a pas ralenti cet effet. Après, il y a un deuxième phénomène qui est celui de l'engagement des bénévoles au sein des structures-là. D'accord. Et donc, on remarque que l'engagement des bénévoles a évolué, très clairement. Et là aussi, c'était préexistant au Covid, c'est-à-dire que avant, on avait des bénévoles qui s'identifiaient davantage à la structure associative dans laquelle ils étaient. D'accord. Et donc, on avait un vrai engagement du cœur et une vraie fidélité à la structure associative dans laquelle on était, avec des parcours de bénévolat de 30, 40 ans, etc. Comme dans les entreprises, en fait. Exactement. Comme je travaille à Michelin ou à Renault. C'est les mêmes mécanismes d'un désengagement progressif qu'on trouve. Et donc, on est passé on fait moins carrière, quoi, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus ce qu'on appelle un engagement post-it. Donc, c'est-à-dire que des gens qui rentrent et qui sortent dans la structure associative, qui ont un engagement ponctuel. Ouais. Et donc, ça nous amène, les dirigeants des structures associatives doivent faire évoluer leurs propositions aux bénévoles. Donc, on est sur comme ça que tu vois les choses. Ouais. De toute façon, on est obligé de s'adapter à la nouvelle donne. Donc, on est sur des engagements au lieu de râler, on se dit il va falloir qu'on fasse en fonction des habitudes des gens qui ont changé. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte, les contraintes horaires, par exemple, des personnes qui vont rejoindre une association et développer des services en fonction de ces contraintes horaires. Ouais. Il va falloir aussi répondre à sa demande de participation aux décisions collectives et donc comment on va intégrer dans la gouvernance des personnes qui viennent d'arriver. À Croix-Rouge française, on avait par exemple un dispositif de bénévole d'un jour. Ouais. Donc la possibilité de rentrer dans une association pour voir comment ça se passe, etc. Est-ce que ça me plaît? Comment on va pouvoir intégrer ces personnes-là dans les gouvernances? C'est important ça, parce que souvent les gens fantasment, ils ont envie d'y aller un petit peu. Et c'est décisif, quoi, je dirais. Un peu comme le cours de sport gratuit pour venir voir, quoi, parce que parfois il vaut mieux tout de suite se dire c'est pas fait pour moi, ou au contraire, tiens, c'est vachement bien, quoi. L'idée c'est de donner envie, bien évidemment. L'idée c'est de donner envie et que par cette insertion dans la structure, ça donne envie de s'engager et de passer plus de temps. Mais ça veut dire qu'on va avoir des modalités d'engagement qui vont être différentes. Parce que dans la même structure, cohabiter le bénévole qui est là par exemple depuis 30 ans, extrêmement engagé, identifié aux valeurs de l'association, et de l'autre côté, des bénévoles ponctuels ou bénévoles d'un jour, qui sont moins identifiés à l'association, mais qui cherchent un résultat rapide de leurs actions et un résultat extrêmement concret sur le terrain. Et donc, l'objectif des gouvernances associatives, c'est de faire coexister les deux et que les deux puissent travailler ensemble. Il y a aussi la question de l'intergénérationnel avec petit à petit la nécessité de rajeunir les structures associatives pour travailler à leur pérennité parce qu'en effet, il y en a beaucoup qui sont âgés, etc. Et donc, qui font carrière. On n'est pas dans l'équivalent du monde de l'entreprise puisqu'il n'y a pas d'intérêt individuel. Non, il n'y a pas d'intérêt individuel, mais parfois on s'identifie tellement que ça devient notre bébé et puis qu'on ne veut pas lâcher non plus. Alors, je crois qu'il y a cette question-là. Ce qui est vrai, c'est que certains rejoignent, et beaucoup rejoignent une structure associative. Ça prend la coloration des gens parfois. Pour des motifs individuels. Le premier motif, c'est se sentir utile et la reconnaissance aussi. C'est évident. Avoir la reconnaissance des bénéficiaires qu'on sert, etc. Et avoir l'impression de participer à quelque chose qui nous dépasse. Ça, ce sont les premiers motifs. C'est joli, mais quand on est là depuis toujours, comme dans les conseils municipaux, on est censé aider les citoyens, il y a des moments où on ne lâche plus la place, parce qu'il y a quand même des enjeux personnels dedans, qu'on a envie que ce soit comme on a envie. Comme ça fait 30 ans que je suis dans cet asso, je ne veux pas qu'elle tourne dans cette direction. Moi, je crois que la question de la vitalité... Je parle de ceux qui arrivent, par exemple, et qui me disent je me suis senti happé par l'association, et ça m'a angoissé. Ou alors, il y a des gens qui sont là depuis toujours,
j'ai l'impression de ne pas être chez moi, quoi. Ouais. Ah oui, je suis d'accord. Donc la vitalité de nos structures associatives, elle dépend de notre capacité à faire rentrer des nouvelles personnes dans les conseils d'administration et à renouveler très largement les conseils d'administration, parce que ça apporte aussi un nouveau regard, une nouvelle expertise, etc. Et de la capacité à donner la parole à ceux qui rentrent, qui parfois ont des attentes différentes de ceux qui sont là depuis 30 ans. Et c'est ça qui va faire, parce qu'aujourd'hui, en réalité, quand on a un conseil d'administration dans une structure associative, on voit la difficulté, celle de l'animation de ce collectif-là. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que... La difficulté d'organiser. C'est-à-dire il faut que les personnes soient pleinement engagées dans la mission, qui travaillent autour d'un bien commun et qui... Défaut d'engagement, c'est ça que tu veux dire? Même au sein des conseils d'administration, Ouais. dans les structures associatives. Les gens ne viennent pas. Parfois ça peut exister au sein du conseil d'administration. Je te tire un peu parce que je veux pour que les gens se représentent ce que ça veut dire, qu'ils aient l'image. D'accord. Ça veut dire que parfois, même du côté des dirigeants, Ouais. il y a un désengagement. Il y a parfois même un désengagement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la relève aussi. C'est fatigant ça. Ah oui, alors ça, j'ai souvent entendu ça. J'ai souvent entendu, là, évidemment, on n'est pas content du dirigeant, mais il n'y a personne. Donc on se dit, en plus il lâche pas le pouvoir, et puis en fait on se dit, mais il y a déjà eu quelqu'un d'autre? Non, il n'y a personne. Ok. Alors, il faut... Donc je vois quelqu'un qui souffre et qui dit, j'en peux plus, je refais un mandat parce qu'il n'y a personne. Et c'est quand même étrange tout ça. C'est Parce qu'on peut dire, il n'y a plus personne, mais en même temps, dans certaines situations, on peut se dire, mais en même temps, est-ce qu'on a fait en sorte de penser l'après? Enfin, tout ça est compliqué, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il ne faut pas que ces propos-là cachent une envie de garder le pouvoir, en tout cas. C'est ça. C'est évident. Donc vraiment, il y a un gros boulot à faire pour renouveler ces gouvernances associatives qui sont fragiles et être en capacité à répondre aux nouvelles attentes des bénévoles. Ouais. C'est vraiment l'avenir. Pour un certain nombre d'associations, il s'agit de la pérennité de leur structure. On n'est pas là en train de parler de philosophie. Véritablement, c'est du quotidien, c'est du concret. 1,8 million de personnes qui sont rémunérées. Alors, oui, il y a 1,8 million de personnes qui sont rémunérées. Mais on ne parle pas d'une petite boîte, là, on parle de l'associatif français. Donc c'est un gros paquet. On parle de l'associatif français. Après, du côté des employeurs, il y a des situations extrêmement différentes. Oui. Par exemple, il y a en gros, pour faire simple, il y a à peu près 4% des structures associatives qui ont plus de 50 salariés. Ce qui veut dire que la plupart des associations et plus de la moitié des associations ont peu ou pas d'employés. Quand je dis peu, c'est un collaborateur. Ouais. Donc il y a des situations extrêmement différentes avec des petites structures et des grosses structures. Globalement, on va dire les personnes qui travaillent dans les associations qui sont salariées, on a plusieurs phénomènes. On a de la précarité. Il y a quand même près de la moitié qui sont en CDI. Par rapport au marché du travail, c'est une vraie différence. Des temps partiels, des emplois aidés et une majorité de femmes. Ce qui explique aussi la faiblesse de notre tissu associatif, c'est l'incapacité aussi à être attractif pour un certain nombre de collaborateurs, etc. Et donc c'est une vraie difficulté, quoi. Il y aura des changements structuraux à proposer dans la gouvernance des entreprises? Parce qu'en fait, et c'est bien de le souligner, entre une association avec 3 membres ou avec 500 membres, c'est plus la même chose. Mais il y aurait des choses à proposer concrètement pour toi? Ce qui est, à mon avis, ce qui est le... Tu deviens ministre demain, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est le plus important, c'est de permettre, via de l'amorçage, de soutenir des structures qui ont un véritable impact sur le territoire, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui avec 50 collaborateurs. C'est-à-dire que ce qui est décisif là, c'est de soutenir ces petites structures-là, qui mènent des actions de terrain, qui ont du sens, etc., pour l'intérêt général, et de les soutenir au mieux pour qu'elles se structurent et qu'elles se professionnalisent. C'est-à-dire que le cap, c'est celui-là, c'est se structurer, se professionnaliser. Pourquoi? Parce qu'on voit que les associations les plus grosses, Trust, forcément, sont en capacité de répondre à des appels d'offres, etc. Et à un moment donné, elles mangent les plus petites. Trust, etc., les financements. Et aujourd'hui, il faut que l'association passe un cap via potentiellement un financement d'amorçage, passe un cap pour se structurer et devenir indépendant et inventer un modèle économique qui lui permette d'avoir des financements privés, d'avoir des financements publics, mais en tout cas d'avoir une pérennité. Mais tout le monde n'a pas envie de ça en fait. Parce que, alors peut-être que je caricature, mais comme ça va permettre de vérifier si j'ai bien compris. Tu encouragerais les associations à pas trop vivoter, à un moment donné, passer un cap et aller plus loin.
Quand j'entends professionnaliser, appel d'offres, tout ça, je me dis, bon, bah voilà, tu leur demandes de monter en compétence, comme on aime bien dire, hein, c'est l'expression du moment. Du moment. Et ouais, pas vivoter, quoi. C'est ça que tu proposes, en fait. Mais de toute façon, ça existe déjà dans le milieu associatif avec un monde à deux vitesses, on va dire. Parce que en réalité, aujourd'hui, les structures qui vont vouloir demain démultiplier ces actions, etc., toucher un certain nombre de fonds, doivent être en capacité de se professionnaliser, de se structurer. En fait, en réalité, c'est une exigence. C'est plus une question de choix. Donc soit en effet, il va y avoir des structures comme par exemple le petit club, je suis moi-même adhérent d'un club de sport, le petit club, etc., qui n'a pas forcément de budget, qui n'a pas forcément de gouvernance, mais peu importe, ils développent leurs activités. Maxime Méry participe à des associations qui n'ont pas trop de budget. Ben, exactement, et j'en suis très heureux pour ma pratique sportive. Donc il va y avoir en effet le petit club de quartier qui va développer ses activités, mais qui n'aura pas forcément d'envie de se développer particulièrement. Etc. Et puis il va y avoir des structures dans le social qui vont devoir faire face à l'augmentation des besoins, parce qu'on répond quand même à une augmentation des besoins, et donc celles-là seront en capacité, doivent se structurer, c'est obligé. Ça va devenir quoi l'associatif dans 10-15 ans On en aura de plus en plus besoin. Enfin, un petit exercice de prospective. Est-ce qu'on se donne le scénario catastrophe où les services publics s'écroulent de plus en plus et l'associatif est de plus en plus demandé, et donc il faut investir dedans? Toi qui vas vers l'économie sociale et solidaire, je suis sûr que tu as plein d'idées. Alors, nos projections, les projections nous amènent à penser en effet qu'on va avoir une augmentation des besoins, notamment sur le volet social, parce que les besoins sont croissants. Et on a un manque d'engagement. Précarité, etc. Et voilà. Face à ça, il y a le contexte que tu décris, celui de manque de finances publiques, ou en tout cas il y a tout qui est coupé. Il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus rien nulle part en fait. Exactement. Donc, cela doit nous amener à probablement être inventif et créer de nouveaux modèles, d'où l'économie sociale et solidaire, et donc d'articuler probablement la performance opérationnelle, économique de l'utilité sociale, parce que c'est là l'objectif. Et donc d'avoir des modèles qui soient viables économiquement pour développer des projets sociétaux dans le champ du vivre ensemble, de l'insertion sociale, etc. Et donc, je l'espère en tout cas, c'est mon vœu qu'on arrive à créer un nouveau modèle d'entreprise qui existe par la loi Hamon, très clairement, mais qu'on arrive à développer ce nouveau modèle et pour qu'il passe de la marge à la norme finalement. C'est une expression qu'on entend beaucoup, mais l'idée c'est ça, c'est de faire en sorte d'articuler les deux, business et un certain nombre de valeurs qui sont certes portées par le secteur associatif, mais un certain nombre de valeurs, celles du vivre ensemble pour un peu recoudre le territoire, faire en sorte de lutter contre les inégalités sur le territoire. Et tu restes assez positif sur ça parce que tout le monde veut du sens, tout le monde veut du vivre ensemble, tout le monde veut du tissu social. En même temps, on s'est tous amazonisés, j'ai envie de dire. Les services publics vont pas mieux non plus. Bon, je sais pas, tu vois, cette crise d'engagement aussi, d'une certaine manière, elle est paradoxale. Tout le monde devrait avoir envie de s'engager dans quelque chose, puisque tout le monde fait sa crise de sens en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu interpellé, je me dis, en fait, tout le monde devrait avoir envie d'aller à son conseil municipal. Moi, je sais que la dernière fois que je suis allé dans un conseil municipal, j'étais tout seul, on m'a regardé, on m'a offert le café, on était honoré que je vienne, parce qu'il n'y avait personne. Bon. C'est bizarre ça. Il est vrai. Les gens veulent du contrôle, les gens veulent participer à la vie collective, mais peut-être ils veulent en profiter, mais ils veulent peut-être pas y participer en fait. Ils veulent peut-être participer à la vie collective selon des modalités qui leur sont propres. Oui, donc ça veut dire qu'on leur imposerait des Non, c'est pas ça, c'est comme si véritablement chaque personne, aujourd'hui, veut choisir son propre chemin de l'engagement et il ne s'inscrit plus dans les schémas qu'on a connus avant, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Et donc chaque personne, par exemple, va avoir un engagement spontané sur Internet, il va signer la pétition X ou Y, donc un engagement qui est relativement engageant. Oui, parce qu'en même temps, cliquer, c'est pas se lever pour aller porter des cajots. C'est pas se lever pour aller à la banque alimentaire, essayer de porter des cajots. Quoi. En effet. Et donc, on se donne bonne conscience, on se dit j'ai fait 3 pétitions cette semaine. Voilà. Et donc l'idée. Je suis dur, hein, mais. Je sais bien, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ceux qui souhaitent s'engager le peuvent. D'abord, ça c'est un truc. Et puis il y aura toujours des personnes, il est vrai, qui ne seront pas dans cette dynamique-là. Il faut que, en tout cas, il y en ait de moins en moins et qu'on arrive à construire en fait
cette société de l'engagement, quoi. Mhm. Parce que moi, je crois que s'engager, c'est extrêmement utile dans son parcours individuel, dans sa vie. C'est être utile, je l'ai dit. Et ça, ça nous permet de nous construire, en tout cas. Ça nous permet de participer à quelque chose qui nous transcende, à un idéal qui est plus grand que nous. Et on retrouve du sens. C'est faire des rencontres aussi, l'engagement associatif, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est incroyable, la diversité des gens qu'on rencontre, ce qu'on n'a pas dans l'entreprise, par exemple. Dans les associations, il y a des gens souvent de toutes conditions sociales qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs. Ouais. Et puis c'est la capacité aussi à tendre la main à des gens qui sont en difficulté. Et ça, bon, je veux dire, il y a aujourd'hui que le milieu associatif qui offre ça, cette richesse-là. En France, on a la chance d'avoir une richesse associative. Alors arrêtons de taper dessus et au contraire, engageons-nous. Moi, je suis là-dessus. Dans les entreprises, engageons-nous. Dans les associations, engageons-nous. Tout ce qu'on appelle la société civile, etc. Il y a plus de temps à attendre, très clairement, quoi. Bon, voilà, c'est mon message perso, et parce que j'y crois beaucoup et je suis particulièrement épanoui dans ces milieux-là et dans l'action, quoi. Ouais, j'entends. Voilà. Bon, en même temps, on a des logiques extérieures qui changent avec le temps. On a la logique des subventions, la logique de la commande publique. Bon, moi je me pose la question de l'autonomie des associations là-dedans en fait, parce qu'on est obligé de répondre finalement à des projets qui nous sont mis sur la table. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Tu penses que ça va perdurer comme ça? Tu penses que c'est un bon modèle? Moi je pense que, et c'est le cas de plus en plus, dans ce contexte de la raréfaction de la ressource financière publique, il faut aller chercher d'autres sources de revenus, et notamment du secteur privé, qui souhaitent par ailleurs s'engager. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, sur la question de l'indépendance des associations, il faut articuler à la fois la puissance publique des priorités des associations. C'est-à-dire que l'État finance un certain nombre de projets qui correspondent à l'ADN de ces associations dans lesquelles elles ont une véritable expertise, ça me semble totalement légitime, du moment qu'elles remplissent un intérêt général. Mais quand je te brode un appel d'offres pour pouvoir faire un truc qui va pas forcément dans le bon sens, mais qu'il n'y a que comme ça que je te donnerai des sous pour que tu puisses avancer, c'est un peu dommageable. Bien entendu, c'est-à-dire que c'est à l'État à la fois de faire son boulot de contrôle et de vérifier que l'action réponde à un critère d'intérêt général, très clairement. Et donc voilà, donc il faut articuler les deux. Mais je rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui financent sur leurs fonds propres, notamment des projets qui ne sont pas financés par l'État. Parce que c'est ça, aujourd'hui, il y a un certain nombre de champs qui ne sont pas rentables et qui sont financés par les structures associatives par elles-mêmes sur leurs fonds propres via les donations et autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple certains de dispositifs, je pense par exemple aux maraudes, il y a beaucoup de maraudes, donc des gens, personnes dans la rue, etc., qui sont secourus par des équipes de maraudes. Ces dispositifs-là, pour la plupart, ne sont pas entièrement, ou en tout cas, reposent sur les financements des associations eux-mêmes. Et donc l'association vient payer en effet une défaillance de l'État, elle vient surtout financer par ses fonds propres ce qui aujourd'hui n'est pas financé par l'État. Et donc ce qui veut dire que l'association intervient hors du champ politique là-dedans. Voilà. Et par ailleurs, moi je suis particulièrement attaché à ce qu'il y ait une indépendance entre l'État et les associations, et normalement c'est le conseil d'administration qui est maître dans la prise des décisions. Donc c'est extrêmement important cette indépendance-là. Voilà, je dis ça, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien entre les deux structures. Et par ailleurs, les associations, pour beaucoup, sont au cœur du contrat de la République. Ils s'engagent toutes à respecter le triptyque, liberté, égalité et fraternité. Et c'est, à mon avis, le premier échelon de la fraternité de proximité, quoi. Le management, alors, comment ça se passe quand on veut gérer des bénévoles et des salariés qui sont encadrés par le Code du travail? Ça ressemble à quoi concrètement? Je me suis dit qu'il devait y avoir des enjeux particuliers, que ça ne devait pas être si facile. Comment s'y prendre? Comment tu t'y prends? Comment on s'y prend? Voilà. Alors, pour les salariés et les bénévoles, il y a les mécanismes dont on a parlé, mais qu'on retrouve aussi dans le monde de l'entreprise, qui sont par exemple ceux du désengagement. C'est commun à l'ensemble des organisations et c'est également le cas dans le secteur associatif. En ce qui concerne la gestion des salariés, dans une structure associative,
la plupart du temps, surtout dans les grosses structures associatives, il y a des bénévoles qui sont dans des conseils d'administration, assemblées générales, etc., qui définissent des orientations politiques. Et il y a des salariés, via le directeur général, etc., qui mettent en œuvre ces orientations politiques qui sont définies par le... Donc, si tu veux, chacun est à sa place en réalité dans son rôle. Les bénévoles, l'horizon, la ligne politique, et les salariés essaient de mettre en œuvre les projets pour lesquels ils ont été embauchés. Après, c'est vrai que lorsqu'il y a des projets qui reposent à la fois sur des bénévoles et sur des salariés, Oui. c'est une difficulté supplémentaire parce qu'on ne manage pas pareil des bénévoles et des salariés. Et c'est compliqué de se mettre à faire fonctionner un bénévole comme s'il était salarié, quoi. Exactement, mais néanmoins, il y a quand même des communs, Ouais. c'est-à-dire que les deux doivent être pleinement engagés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le projet associatif, c'est-à-dire quel est l'ADN de la structure et comment on se projette dans le temps. Et ces salariés et bénévoles doivent être unis autour de ce projet associatif. Dans l'entreprise, on appelle ça la raison d'être, c'est l'équivalent en quelque sorte. Et donc c'est par ce pacte qu'ils sont unis, les deux, et qui travaillent dans le même objectif ensemble. Donc comment mobiliser des salariés et des bénévoles? D'abord, en ayant des valeurs communes, premièrement. Deuxièmement, c'est que véritablement, il doit y avoir une homogénéité des pratiques un peu partout et l'ensemble des actions, en tout cas dans les grosses structures associatives, sont délimitées dans un périmètre bien connu, etc., etc. Ce qui veut dire que normalement, les actions sont contrôlées, la qualité des actions est contrôlée, etc. Normalement? Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, la qualité du service qui est rendu sur le terrain, pour une grande organisation, est contrôlée, en effet, parce qu'il faut s'assurer du service rendu au service des bénéficiaires. Et c'est extrêmement important d'avoir des dispositifs qui fonctionnent, et c'est véritablement un objectif, quoi. Donc voilà, l'engagement par les valeurs, c'est extrêmement important, salarié ou bénévole. Comment on passe de l'associatif à l'ESS? Alors, c'est une évidence? C'est pas une évidence? Comment ça Les passerelles sont évidentes. Ouais. Les passerelles sont évidentes. Le socle de valeur reste le même. Ouais. Puisque l'économie sociale et solidaire, c'est un certain nombre de principes. Mais le premier principe, c'est la capacité à œuvrer pour une utilité sociale. On appelle ça utilité sociale, donc c'est-à-dire, pour faire simple, l'intérêt général. Et donc, il faut que le projet d'entreprise réponde à un besoin social. Et donc, forcément, ça fait écho à l'engagement associatif. C'est évident. Après, il y a d'autres principes dans l'économie sociale et solidaire, ceux de lucrativité limitée. Il y a un principe qui est commun, c'est la question de la gouvernance, par exemple. Dans l'économie sociale et solidaire, on a une gouvernance partagée, donc dans lequel on associe l'ensemble des parties prenantes à la gouvernance de nos entreprises. Mais les associations sont elles-mêmes incluses dans l'économie sociale et solidaire. Donc les passerelles sont naturelles. C'est pour moi, à titre personnel, un prolongement de l'engagement, on va dire. Tu voulais nous parler de Relier pour agir alors. Qu'est-ce que c'est? Alors Relier pour agir, c'est un peu un ovni marseillais que j'ai créé, une structure qui accompagne les entreprises, les associations et les fondations pour maximiser leur impact sur le territoire. Ça veut dire quoi, maximiser l'impact sur le territoire? Ça veut dire quoi? De manière extrêmement concrète. On rassemble des acteurs qui sont engagés sur le territoire pour développer des projets à impact positif, comme on dit, sur l'axe du vivre ensemble. C'est en tout cas cet axe-là qui est choisi et sur lequel je suis particulièrement engagé. Et donc je monte des coalitions d'acteurs, avec des acteurs publics et des acteurs privés, pour monter des projets d'intérêt général. Je suis en train de travailler sur la question du sport, du e-sport et sur comment les valeurs du sport peuvent infuser dans la société, par exemple, c'est un exemple. Et donc on bâtit ces coalitions d'acteurs et on développe des projets en lien avec des financeurs, bien entendu, puisqu'on va chercher des financements, et des projets qui répondent à des besoins sociaux qui aujourd'hui sur le territoire ne sont pas satisfaits du tout. Si on prend l'exemple de la ville de Marseille, que tu connais un peu pour y passer quelques jours, on a une ville quand même qui est très inégalitaire. Je veux bien quelques exemples sur ça. Ouais. On a une ville très inégalitaire sur le plan économique. On a les quartiers les plus pauvres d'Europe, ici, pas très loin, juste à côté de l'hôtel. Marseille, c'est pas la France, c'est ce qu'avait dit le pape il y a quelques temps. Là. Je ne viens pas en France, je viens à Marseille.
Ici, on préfère. C'est la fierté de Marseille. Ici, hein, on préfère l'expression à jamais les premiers. Voilà. Donc, c'est vrai que, en tout cas, dans mon champ, celui de l'innovation sociale, il y a des initiatives qui pullulent. Il y a un volontarisme fort, politique en tout cas, avec le plan Marseille en grand. Et il y a une volonté des acteurs de travailler ensemble pour recoudre un peu cette ville et essayer de faire en sorte qu'on fasse société ensemble. Voilà. En tout cas, ça, c'est l'objectif, c'est ce qui m'intéresse le plus, et de rapprocher les gens les uns et les autres et de créer des rencontres ici entre les quartiers sud, entre les quartiers nord, par exemple. Ça va pas être si facile parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de monde et que je ne sais pas si tout le monde arrive à se coordonner, parce que moi j'ai parfois du mal à croire en l'intelligence collective. Je crois aussi beaucoup à la bêtise collective et je crois que c'est pas toujours parce qu'on est ensemble qu'on arrive à faire quelque chose d'intelligent. Est-ce que vous arrivez à pas vous marcher dessus, à pas faire des doublons, à travailler vraiment ensemble? C'est un combat, Ouais. c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut que la Parce qu'il y a les problèmes d'ego, il y a les doublons, il y a tout ça, quoi. Enfin, il faut que la coopération prenne le dessus sur les intérêts individuels. ouais. Ce qui veut dire, c'est que par l'intermédiaire de projets extrêmement concrets qui sont menés sur le territoire, qu'on arrive à dépasser à la fois les questions d'ego et les questions politiques, politiciennes ici, comme on peut avoir sur le territoire, et les clivages politiques qu'on peut avoir. Donc tout le pari, il est là. Mais globalement, on a des acteurs qui évoluent petit à petit et qui sont de plus en plus en capacité de travailler ensemble, mais vraiment sur du concret. Nous, on ne fait pas de politique, de grandes idées, etc. On mène des projets concrets au service du territoire. Et dans ce cadre-là, on arrive à embarquer des gens. Voilà. Les derniers projets sur lesquels vous êtes alors? Alors là, ce serait bien d'avoir une image, quoi. Un exemple extrêmement concret. Voilà. Avec un partenaire, on est en train de monter un projet, une coalition d'acteurs sur le sport et le e-sport, avec deux objectifs. Structurer, professionnaliser la filière sport et e-sport et être en capacité de créer des emplois pour ce secteur-là, être en capacité d'aider les associations sportives à structurer leur offre et à se professionnaliser. Donc ça, c'est le volet économique. Et puis sur le volet sociétal, être en capacité de proposer des projets sur l'insertion sociale par le sport, sur comment un certain nombre de valeurs qui sont propres au sport peuvent être largement reconnues dans notre société. En tout cas, c'est notre idée. Et donc dans ce cadre-là, on travaille avec des acteurs du territoire, à la fois les acteurs économiques, certains tu en as rencontré certains, et des acteurs financiers, des acteurs des clubs sportifs, etc. Et tous ensemble, on est en capacité de développer ces projets-là. L'initiative, elle est naissante, puisque comme je l'ai indiqué, la société a été créée récemment et donc on est en train de monter en puissance là-dessus, de finir le tour de table des acteurs qui vont participer à ce projet, d'aller chercher des financements et demain d'être en capacité de porter des projets innovants sur le territoire. Voilà le pari. Bon, eh ben, il faudrait qu'on revienne d'ici 1 an ou 2 pour voir ce que c'est devenu. Avec grand plaisir. Mais je prendrai des nouvelles. On va sur la dernière question. Maxime Méry, selon toi, où va le monde alors? Le monde... C'est une belle question en tout cas. Le monde, il va dans des situations un peu complexes. En tout cas, il est très protéiforme, il n'est pas évident. Il y a à la fois des crises qui sont de plus en plus nombreuses. Sur le plan politique, on le voit, là, la Palestine, etc., l'Ukraine, etc. On a un certain nombre le débat public qui devient de plus en plus compliqué. On voit des antagonismes qui apparaissent de manière de plus en plus prégnante. Et de l'autre côté, il y a un certain nombre de personnes qui veulent agir, et j'ai envie de faire partie de cela, et qui essaient de travailler ensemble. Alors j'espère bien que la vision qu'on porte, elle prendra le dessus sur ces antagonismes-là et sur un certain nombre sur le contexte qu'on trouve aujourd'hui, et que finalement, la bataille des idées, elle sera gagnée par ceux qui veulent construire l'avenir. En tout cas, j'essaie de travailler à ça, j'y crois beaucoup. C'est les valeurs que je porte depuis le début de mon engagement et que je continuerai à porter. Maxime Méry, merci d'avoir répondu à toutes nos questions alors. Merci.